plaisir de vous accueillir encore une fois avec nous pour un nouvel épisode des Live Talks organisés par les Sav Marrakech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lamia Shraibi, qui est une productrice marocaine, internationale, qui a fait beaucoup pour le cinéma indépendant et le cinéma national plus précisément. J'aurai le plaisir aussi aujourd'hui d'être accompagné par deux étudiants chroniqueurs de l'ISAF qui sont nul autre que Isabelle et Saad qui vont me rejoindre au fur et à mesure du live. Et comme d'habitude, je commence par une question qui devient rituelle. Tout d'abord, bonsoir Lamia. Bonsoir Walid. Donc, Lamia Shraibi, comment tu pourrais te définir toute seule en fait? Est-ce que tu peux qui est Lamia Shraibi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a étudié? Comment elle en est arrivée à être productrice? Alors, bon, je vais la faire, très, très, on va dire très simple. En fait, j'aimais beaucoup, d'une manière générale, les arts. Enfant, j'étais intéressée par toutes les formes d'art. Ma mère est artiste peintre, mon père est architecte, donc on était plutôt on baignait un peu dans tous les aspects de la culture. Et heureusement pour moi, parce que ça m'a permis un peu d'ouvrir dans ce que dans ma famille on n'a pas fait. Donc je m'y suis intéressée au cinéma assez rapidement. J'ai pensé en fait commencer à réaliser, mais sauf que bon, j'ai compris très très vite que c'était pas du tout le talent que j'avais. Mais le plaisir du cinéma est toujours là, et j'ai compris que j'avais plutôt une aptitude à organiser, à structurer, à vendre, à parler des films, à en parler avec beaucoup d'enthousiasme. Et en fait, ça me passionne tellement que généralement, quand on fait quelque chose qui se passionne, bah, en fait, et en plus que tu arrives à en vivre, bah, voilà, en fait, tu as trouvé ton métier. Donc, ça s'est fait un peu naturellement, en aimant ce que je faisais et en trouvant en moi, en fait, les aptitudes à, à parler du cinéma, à faire du cinéma, à vendre en fait mes idées, et les vendre dans le sens pas pécunier du terme, mais histoire d'argumenter en fait pourquoi j'ai aimé un projet et pourquoi j'aimerais bien revoir les autres projets, les autres films de tel ou tel réalisateur. Donc voilà, enfin, c'était assez rapide pour moi de trouver ma voie dans le cinéma. C'était la production. Et donc, est-ce qu'il a été question d'un parcours scolaire spécifique pour y arriver ou c'est des circonstances professionnelles Alors non, pas du tout. Je savais précisément que j'allais faire productrice quand j'avais 15 ans. J'avais compris que c'était ça. Donc, après avoir obtenu mon bac, en fait, je suis allée. D'abord, il a fallu déjà que je convainc mes parents que c'était intéressant quand même d'aller voir du côté de l'audiovisuel. Donc, c'était pas une mince affaire parce qu'ils y croyaient pas, eux. Et donc, il a fallu que je me bagarre avec eux, que je leur explique que c'était intéressant, et je leur ai montré le côté commercial de la chose. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la pub. Donc, je suis partie faire des études d'information communication, et donc avec l'idée de faire de la pub. Et effectivement, j'ai commencé à travailler de la pub, dans la pub. Donc, après un DESS, précisément management de la communication audiovisuelle, donc qui prépare à faire de la production. Donc, on a appris à faire effectivement des devis, enfin on a appris d'une manière générale à, à apprécier, à faire de la sémantique, de la sémiologie, du cadrage du son. Enfin, on a fait un peu tout le travail pour comprendre qu'est-ce qu'un film et comment on le fait et quels sont les différents techniciens pour réunir une équipe. Enfin bref, la totale. Et il s'est avéré que j'ai commencé à faire de la production de publicité dans dans des boîtes de prod françaises, puisque j'ai mes études en France. Et après ça, j'ai commencé à faire de la production de séries télé en France, et des longs métrages. Enfin, j'ai eu quelques petites expériences. En arrivant au Maroc, j'ai eu l'occasion en fait de continuer à faire ce que je faisais déjà en France. J'ai monté une structure
pour le compte d'une autre société française qui s'appelle Irène Production. Donc, avec Jean-David Lefebvre, on a monté une boîte qui s'appelle donc Irène. Et j'ai fait ce que je faisais en France, c'est-à-dire produire des pubs. Mais c'était le terme production avec quelque chose de très, on va dire, banal, c'est-à-dire que on nous donne de l'argent, on dépense cet argent au mieux pour répondre à leurs demandes. Et au bout de 2 ans au Maroc, j'ai rencontré des réalisateurs marocains. Et en fait, je ne pensais pas que c'était possible tellement pour moi le cinéma était difficile à toucher. Et en fait, ils sont venus me chercher en me disant « Écoute, Lamia, je pense que tu nous feras du bien en t'intéressant et en faisant du cinéma. » Je pensais « Ah bon, c'est possible ?» Je ne savais pas que c'était vraiment à ma portée. Donc, j'étais en toute humilité me questionnant est-ce que j'en avais les moyens. Et en fait, plus que jamais, j'ai trouvé mon plaisir en produisant d'abord. C'est là où j'ai fait donc le premier long métrage, Terminus des anges. Et j'ai rencontré Nargis, Nourdine Khmari, parce qu'il devait faire aussi le film, Hicham Lasseri, Mohamed Mouftakir. Donc voilà, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à produire des projets que je défendais avec l'idée de trouver des financements pour pouvoir faire des projets. Et c'est plus du tout la même situation. C'est-à-dire, en pub, on te donne de l'argent et tu le dépenses, mais dans le cinéma, tu défends un projet, tu racontes comment ton projet est bien et vaut la peine d'être financé, et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir des financements. Alors, Ce qui est totalement différent. Ce que tu viens de dire me ramène parfaitement à ma question qui suit. Alors, tu viens de parler de deux choses en fait. Donc, la production exécutive et l'univers de la production déléguée cinéma. Donc, où on se retrouve en fait, les gens fantasment en fait sur cet aspect-là, ou confondent beaucoup en fait, ne savent pas. Qu'est-ce que réellement un producteur délégué, Lamia, en fait, si on peut expliquer ça en un peu 5 minutes. Alors, c'est précisément ce que je te disais, c'est-à-dire qu'en gros, ça commence comme ça. Soit un réalisateur arrive vers toi et te dit « Écoute, j'ai une super idée, j'ai un super projet. » Soit il est écrit, soit il est à écrire. Il est donc réalisateur, auteur. Généralement, au Maroc, en fait, je travaille souvent avec des réalisateurs, auteurs, scénaristes. Donc, ils écrivent eux-mêmes leurs scénarios. Bon, il m'arrive de travailler aussi avec d'autres gens qui ont des idées, mais qui ont besoin de les faire écrire par des scénaristes. Et en fait, tout ça, c'est en fait généralement une rencontre d'abord avec une personne avec laquelle on se met d'accord sur une idée. Ensuite, on se met d'accord aussi surtout parce qu'il faut s'entendre. Un projet, c'est long, donc on a intérêt à bien s'entendre. C'est comme un mariage. Donc, tant qu'à faire, autant prendre plaisir à passer du temps ensemble. Ensuite, le projet que le réalisateur te propose, enfin que le scénariste, en tout cas l'auteur, te propose, il faut qu'il soit aussi, que ça devienne, ça se transforme en un projet que je porte aussi. Donc, quand je vais essayer de trouver des financements, j'essaye de parler d'un projet qui devient le mien. Donc, je le porte avec autant de force et autant de, enfin, on va dire, d'enthousiasme et de plaisir. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de parler à des gens? C'est pour leur parler de mon projet, pour qu'ils me mettent de l'argent, pour qu'ils financent mon projet. Donc, en fait, le producteur délégué doit avoir un espèce de réseau, enfin, quelque chose de plus ou moins, on va dire, officiel, qui est les fonds d'aide, que ce soit les fonds d'aide locaux et internationaux. Après ça, c'est une histoire de coproduction, mais on y viendra plus tard. Mais un film se fabrique avec du financement national d'abord, en faisant un peu le tour de tous les guichets qui financent les longs métrages. Ça concerne généralement, par exemple au Maroc, c'est le Centre cinématographique marocain qui a une avance sur recette qui n'est pas négligeable. C'est une somme très intéressante pour commencer en fait un début de financement. Ensuite, on le complète avec la télévision. Donc, la télévision se doit, en fait, dans le cahier des charges de la télévision, elle se doit de financer le cinéma marocain. Donc, elle apporte une petite somme en tant que coproducteur aussi, parce que le film devient en fait forcément remplit les grilles des télés. Et ensuite, à partir de là, en fait, au Maroc même, soit on trouve des sponsors, soit on trouve des petits guichets comme les régions. Quand on connaît, on arrive à un peu intéresser les gens en one-to-one. En gros,
on est dans un pays où le Maroc n'est pas encore une industrie pour laquelle en fait, les gens ont une confiance de pouvoir récupérer leur argent. Ils savent en fait que c'est souvent fonds perdus. Donc, c'est beaucoup plus difficile au Maroc d'intéresser les privés à rentrer en financement. Donc, en fait, c'est là où généralement les films que je fais en fait un budget beaucoup plus important que seuls les guichets marocains me permettent de financer. Et c'est là où je vais vers l'étranger. Et donc, par exemple, le pays les plus proches pour pouvoir cofinancer, et c'est là où on appelle la coproduction. Donc, je vais chercher un coproducteur, quelqu'un qui va être intéressé par mon projet. En plus, si je viens avec de l'argent que j'ai déjà eu dans mon pays, j'ai plus de chances de l'intéresser. Si c'est une belle histoire qui sait la porter, qu'on arrive en fait à s'entendre aussi, c'est aussi un autre mariage, eh ben, j'essaye de trouver de l'argent en France, en Belgique, dans les autres pays qui coproduisent avec moi, à la fois en déposant eux-mêmes dans des fonds comme les nôtres. En France, il y a le CNC, il y a plusieurs en fait, guichets, il y a les régions, il y a les Sofica, enfin, il y a un certain nombre de guichets qui permet en fait de financer avec la partie française. Et la même chose dans tous les pays, en Belgique, en Allemagne, dans tous les pays, on arrive à faire ça. Et il se trouve que, bien entendu, l'idée n'est pas non plus de les cumuler. L'idée est d'avoir un budget pour faire le meilleur budget, en fait, idéal pour faire ton film. Et moins il y a de monde, mieux tu te portes, parce que plus il y a de monde, plus c'est difficile à se mettre d'accord. Les contrats sont difficiles. Ça devient très compliqué, en fait, à gérer. Et puis en plus, il faut aussi intéresser avec nos films les autres pays du monde. Donc bref, pour la faire courte, le producteur délégué, c'est quelqu'un qui est convaincu par un projet qu'un auteur, scénariste, réalisateur a apporté et il le défend comme son propre film en faisant un dossier très bien ficelé et déposer ces projets dans certains guichets comme je disais le CNC, mais en fait il y a certains autres guichets comme certains pays arabes proposent en fait un complément de financement comme AFAC, comme Doha Film Institute. C'est des sommes qui sont assez intéressantes et puis aussi ces guichets en fait permettent aussi une ouverture vers l'étranger parce que grâce à cet intérêt pour nos films, on a en fait une espèce de network qui se crée et c'est comme une espèce d'autoroute pour aller dans certains festivals et donner une visibilité à nos films ailleurs qu'au Maroc. Ok, je vais profiter de ce petit moment pour rappeler aux gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux qu'ils peuvent poser leurs questions sur les réseaux sociaux. Les questions me seront relayées et je les relayerai par la suite à Lamia durant la dernière demi-heure du live. Lamia, en fait, c'est une petite question un peu dont je connais la réponse, mais qui est un peu, même peut-être relève de l'ironie. En fait, comment se porte la production en ce moment? Oui, effectivement, c'est ironique. Ouais. En fait, c'est un domaine sinistré. Pour parler de moi, puisque tant qu'à faire, autant parler de la société pour laquelle je travaille. J'ai 2 sociétés, j'en ai une en France et une au Maroc. Elles sont au même niveau. J'avais un film qui était en salle de cinéma, Une urgence ordinaire. Et c'est un film qui a à peine eu le temps de sortir, que déjà les salles ont fermé à cause du confinement. Corona n'a pas arrangé mes affaires et déjà que c'était pas évident d'avoir une sortie d'un film d'auteur au Maroc. On connaît les salles et le peu de salles malheureusement. Et ensuite Corona qui a fermé la salle. Donc voilà, j'avais un film qui était en salle. J'avais un deuxième film, Ashura, qui devait sortir en salle. Eh bien, en fait, il n'a pas pu sortir. Donc voilà, 2 films. Je ne sais pas quand est-ce que les salles de cinéma vont pouvoir les reprogrammer. Ensuite, j'avais des films qui sont en post-production. Donc, le corona, cette période a totalement paralysé la période le travail de post-production puisque les gens ne pouvaient pas se réunir. Donc, la majorité des travaux de post-production ont été arrêtés. J'avais 4 films. Les travaux n'ont pu reprendre que à partir de mi-mai, puisque les travaux pour la plupart se font en France ou en Finlande ou en fonction du film. J'avais différents projets qui étaient en cours de finition. Et en même temps, on attendait en fait que ces films
et un intérêt par des festivals, Cannes, Venise, Sundance, etc., pour pouvoir donner à ces films une rampe de lancement pour la vente. Bon, bien sûr, tout ce discours peut ne pas être compréhensible et je n'ai pas de problème à vous expliquer précisément ce qui est encore très compliqué. Mais juste pour dire, la vitrine, en fait, qui permet de vendre nos films, c'est les festivals. Et les festivals de catégorie A. Il se trouve que… Oui. On va y venir par la suite et je pense qu'en fait, okay. tout au long du live, tu auras le temps de… Donc, pour revenir en fait rapidement, ces festivals ont été annulés. Et en fait, du coup, en fait, j'ai pas pu… Je sais pas ce que vont devenir mes films, puisque les 4 films en cours, en fait, n'ont plus de vitrine. Et en fait, c'est… voilà, juste pour expliquer le côté sinistré, en fait, ceux qui étaient en salle, ça s'est arrêté. Ceux qui en post-production ou attendent les festivals, ça s'est arrêté. Et en fait, là où ça se porte bien, et c'est pour ça que je vois la partie quand même pleine du verre, c'est que cette période était une très bonne période pour l'écriture. J'avais en fait des résidences d'écriture pendant toute la période du confinement, ce qui était extraordinaire parce que heureusement, la technologie nous a permis en fait de continuer ce travail. Et en fait, j'ai pas vu le temps passer puisque je passais des journées de facilement 8 heures sur Skype à m'égosiller et à travailler avec les auteurs et les consultants sur les projets en cours. Donc, c'était plutôt… Et c'est la partie réjouissante. Donc, à la fois, autant on n'est pas bien parce que nos films, les autres films qui sont finis ou en cours de finition ont été arrêtés. Mais d'un autre côté, tout ce qui est en écriture, en fait, on a eu un moment très agréable de détente où le monde en fait a arrêté un peu de tourner et on a pu travailler et écrire tranquillement. Je vais passer le relais à Isabelle, notre première chroniqueuse, en fait, qui va te poser elle aussi quelques questions. Bonjour Lamia, j'espère que Bonjour Isabelle. Alors, je vais rebondir tout de suite par rapport à ce que vous avez dit, du fait que vous devrez être convaincu des scénarios avant de vous engager. Justement, j'aimerais vous demander est-ce qu'il y a des sujets particuliers ou des thématiques que vous choisissez par rapport au scénario? Parce que tout producteur s'engage sur un scénario par rapport à ses envies et par rapport à ses convictions personnelles. Donc, est-ce qu'il y a des thématiques qui vous intéressent particulièrement ou est-ce qu'il y a des critères qui vous emmènent à décider de produire ou non un film? Alors, en fait, c'est assez évident que certaines thématiques font écho en moi en fonction de ce que je vis aussi. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Bien sûr, déjà, je fais des films, on l'a remarqué, plutôt des films d'auteur, plutôt des films engagés, plutôt des films en fait avec des messages, avec un fond. Donc forcément, j'aime m'accompagner des réalisateurs qui ont en fait quelque chose à dire, quoi. Au-delà du spectacle, j'ai besoin d'avoir à communiquer en fait un discours, une position, quelque chose. Il se trouve que, je vais donner un exemple. Mimosa m'a été proposé par Oliver une année. Il m'a rencontré apparemment. Alors, je m'en souviens absolument pas, mais apparemment, il m'a rencontré lui et son frère qui sont producteurs. Oliver Latch, avec lequel j'ai produit Mimosa, est venu me voir 3 ans avant et il m'a proposé le même film. Et quand il me l'a raconté, son film, et qu'il m'a pitché son film, il m'a pas du tout, ça n'a pas fait tilt. Sauf que entre-temps, j'ai lu Soufi mon amour et je commençais à m'intéresser au soufisme. Et par un autre biais, j'ai reçu le même scénario, le même projet, sauf que j'étais quelqu'un d'autre. C'est une histoire de synchronicité, en fait. J'étais juste quelqu'un qui était beaucoup plus ouvert au soufisme, donc à ce que Oliver avait comme apporté dans ce film. Et en fait, c'était une sublime aventure, on va dire, humaine, parce que c'était quelque chose qui commençait à faire sens chez moi. Avant, 2 ans avant, rien. Donc, juste pour avoir une idée, les thématiques, aujourd'hui, je vais dire, je suis en train de faire beaucoup de films sur l'immigration, sur l'identité, mais en même temps, peut-être qu'il y a 5 ans, ça ne m'aurait rien dit. Peut-être qu'aujourd'hui, vous venez me voir avec
avec en fait une thématique qui pourra me rien dire aujourd'hui, mais dans 3 ans, après avoir été touché par quelque chose, je sais pas, un article, un événement, la vie, on commence à s'ouvrir. Donc en fait, tout est question de synchronicité. Justement, pour rebondir là-dessus, je veux dire, est-ce que avec tous les critères que vous avez pour décider de produire un film, est-ce que le problème de la rentabilité ne se pose pas parce qu'il y a des thématiques qui ne sont pas forcément rentables? Est-ce que bien avant de produire un film, vous commencez à penser à la rentabilité, ou est-ce que le problème de la rentabilité vient après avoir produit le film? Alors, et c'est là que je vais dire, c'est terrible parce que je vais être une très mauvaise productrice et il faut pas suivre ce que je fais parce que je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en fait, je ne m'intéresse pas à la rentabilité. Je ne me suis jamais posé la question sur la rentabilité. C'est pas du tout ce qui m'intéresse en premier. Sinon, je ferais pas mon métier et aucun de mes films n'aurait pu être fait. Parce qu'aucun de mes films n'a pu me faire vivre. J'ai en fait des films qui ont financé et qui ont été financés et qui ont payé mon travail. Mais je n'ai jamais pu, on va dire, vivre on va dire des revenus d'un film. Pour l'instant, les films que je fais, c'est des films d'auteur. Ils n'ont pas fait encore de revenus. Le film le mieux vendu, c'est Mimosa. Je crois que j'ai reçu 600 €. Voilà. Je veux donner juste une petite idée. On peut se faire payer en fabriquant un film et ce n'est pas toujours le cas. Il y a des films où c'est plutôt moi qui ai mis de l'argent. J'ai travaillé pour la télévision à une période donnée. Ça m'a permis de mettre de l'argent un peu de côté que j'ai mis dans certains films. Mais je n'ai jamais gagné d'argent avec le film d'auteur. Donc, je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est mal, mais c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me plaît. Et je pense que ça ne changera pas. Mais c'est vrai, aujourd'hui, on va dire que la période qu'on a traversée est une période difficile et dangereuse pour ma structure qui est en fait très fragile. Nous n'avons pas d'une grosse trésorerie. Ma trésorerie, en fait, me permet pas d'avoir en avance de quoi payer les salaires et les charges fixes. Là, j'ai eu un moment difficile pour traverser ces 4 mois de aucun projet qui puisse me permettre de gagner ma vie et de payer les gens qui travaillent pour moi. Ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est de rééquilibrer les films d'auteur que je finance grâce au fonds et l'argent de financement permet de fabriquer le film. Et à côté de ça, je pense qu'il est temps de commencer à faire des projets un peu plus commerciaux. Mais quand je dis ça, ça reste quand même des projets qui me passionnent. Hein. Mais je commence à penser à faire des projets pour des plateformes, par exemple, des films qui ont un peu plus de vues. Voilà. Alors, j'aimerais rebondir là-dessus, Lamia. En fait, c'est toujours cette question de rentabilité. Moi, je comprends très bien que le cinéma d'auteur, et surtout dans notre partie du monde, des fois peine à avoir. Il n'y a pas de remontée des fonds. Mais pourtant, des fois, en fait, quand je vois du côté des coproducteurs qui sont eux, en fait, dans d'autres territoires, tu vois, quand je vois que pour un film, comme je prends l'exemple du Miracle du Saint Inconnu, il y a eu un vendeur international qui a mis de l'argent en amont, je me dis que c'est pas, en fait, c'est pas, ces gens ne font pas l'aumône. Donc, en fait, il y a forcément de leur côté, en fait, ils arrivent à rentabiliser quand même des films qui sont produits de notre côté de la Méditerranée. En fait, c'est des paris. Généralement, un vendeur international, bon, rares ceux qui se sont intéressés aux films marocains. Aladdin a eu beaucoup de chance en fait d'intéresser ce vendeur qui est plutôt un très bon vendeur. Mais le pitch le vaut quand Ala est là et parle de son projet. En fait, on sait qu'on a confiance, on sait que ça va être quelque chose. Donc on a confiance. Et généralement, un vendeur, un bon vendeur, il prend des risques. C'est des paris. Alors, je serais contente de savoir qu'est-ce qu'il a réussi à faire comme travail, mais généralement, un vendeur essaye de prendre des films où il est sûr de rentabiliser on va dire, tout ce qu'il a fait comme frais. Parce que c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de frais.
Donc, avant de prendre ce risque, il fait effectivement des calculs sur combien de… Il fait en fait ce qu'on appelle un sale estimate, en fait une estimation des ventes à faire dans le monde entier. Donc, en fait, ils ont des habitudes. Ils savent par exemple que le Benelux va prendre le projet pour 25 000 € ou la Russie va prendre le projet pour 20 000, les États-Unis pour 120 000, la Chine pour 30 000. Ils font leurs calculs et ils voient qu'en face, eux, ils ont fait en fait un travail qui leur rapporterait, enfin, tu vois, en fait, quand il fait la soustraction, il voit est-ce que ça vaut la peine ou pas. En fonction du projet, il voit comment le film pourrait être vendu. Voilà. C'est important pour un vendeur d'avoir une espèce d'évaluation sur ce que le film pourrait apporter dans le reste du monde. Mais pour rester un tout petit peu encore sur ce sujet, par exemple, même si tu dis que les films ne sont pas rentables ou que toi, tu n'attends pas cette rentabilité, mais en réalité, si je me rappelle bien, quand on fait un plan de financement d'un film, je pense qu'en fait, on met en ce facteur qu'il y a possibilité de le vendre. En fait, on ne dit jamais « je fais un film qui ne va pas être rentable ». Non, alors en fait… Absolument. Alors, en fait, on va expliquer un peu ce que le plan de financement veut dire. Effectivement, je reviens en fait sur ce que je disais tout à l'heure, ce que le producteur délégué fait. Et son travail, en fait, c'est justement de faire des espèces de simulations de plan de financement. Donc, on commence par dire, bon, dans notre pays, qu'est-ce qu'on peut avoir au maximum? Généralement, que je travaille pour ma production française ou pour ma production marocaine, ce n'est pas la même chose. Pour ma production française, j'ai beaucoup plus de guichets. Et surtout, j'ai ce qu'on appelle en fait des MG, des minimums garantis que le distributeur et que les vendeurs peuvent me donner juste sur le scénario. C'est-à-dire que c'est aussi une somme, c'est le pari que peuvent faire aussi deux autres guichets. C'est-à-dire qu'on a l'équivalent du CCM, le CNC, on a l'équivalent de je ne sais quoi, mais je peux aussi obtenir des MG qui ne sont pas rien du tout. Je peux aussi obtenir des grosses sommes de la télé. Au Maroc, par exemple, le maximum que donne une télé, c'est 1 million de dirhams, quand on la donne. Ces derniers temps, ça fait un moment que j'en ai pas eu, que j'ai pas eu droit à la télé, mais si par exemple c'était Arte ou Canal+, la somme est assez conséquente. Et puis il y a aussi OCS, c'est-à-dire toutes les chaînes câblées qui en fait aussi se positionnent sur les films et participent au financement. Donc effectivement, dans le plan financement, il y a les différents guichets de différents pays. Et bien entendu, un pays comme la France ou la Belgique ou par exemple là, j'essaye de travailler aussi avec la Suisse, justement, ils ont énormément de guichets. Je vais vous donner un exemple. Le film Urgence ordinaire que Mohsin Bsri a réalisé a été coproduit avec la Suisse. Mohsin habite en Suisse. Donc, c'était évident, il y avait des facilités pour obtenir de l'OFC, leur centre cinématographique, une somme d'argent, ce qui permettrait aussi d'avoir de l'argent du fonds régional, du fonds fédéral. Bref, il y a un certain nombre de guichets qui forcément vont remplir la part suisse. C'est un film que j'ai porté, on va dire, 5 ans. Moi, j'avais 2 guichets. J'en ai que eu un sur les 2. C'est-à-dire, je devais avoir la télé et le CCM. J'ai eu que le CCM pour l'instant. La télé, pour l'instant, n'a pas fait d'appel d'offres et je n'ai pas pu le proposer à la télé. J'attends toujours les appels d'offres. À côté, j'avais la part suisse où il y a bien sûr tous les différents guichets suisses. Et en fait, en les additionnant, j'étais minoritaire. C'est-à-dire que j'avais, allez, soyons fous, j'avais 1/10 du budget. C'était à la base un film que je portais moi. C'est-à-dire, j'ai mis 5 ans. La productrice suisse, elle a mis, je crois, même pas 1 an. Elle a apporté, on va dire, 9/10 du budget. J'ai apporté 1/10. J'étais minoritaire, pas du tout décisionnaire au final. S'il y a quelque chose que le film peut rapporter, ça ne sera pas pour moi parce que c'est elle qui récupère. Et le film se fait au Maroc, je fais la totalité du travail, le tournage, etc. Mais au final, je suis minoritaire sur un film marocain qui s'est fait totalement au Maroc. Mais finalement, il est bien plus suisse par son financement que par le Maroc. Donc ça, c'est franchement dommage. Et effectivement,
les vendeurs, etc., ils ont participé dans la partie suisse. Oui. Je comprends. Est-ce que c'est parce que le territoire marocain n'est pas rentable en termes d'exploitation? Je ne dirais pas ça. Non, je ne dirais pas ça. Je pense que ce n'est pas une histoire de rentabilité ou de territoire, c'est une histoire de, allez, soyons fous, de méconnaissance. Je pense que le travail avec l'international n'est pas encore fait de manière à nous faire connaître. C'est-à-dire que les réalisateurs qui ont fait un travail magnifique, producteurs qui ont fait un travail magnifique avant, en fait, ils ont fait de la production ou de la coproduction, on va dire, avec un ou deux pays. J'ai vu quelques coproductions faites, mais en dehors de Nabil Ayouch qui a réussi à faire des productions avec des plans de financement importants, la majorité des films se font avec très peu on va dire, de cofinancement. Souvent, seul l'argent du CCM se fait. Donc, ça veut dire que souvent, et c'est là où en fait c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Quand plus il y a de guichets qui jugent ton projet, plus ton projet va être super écrit, super travaillé. On va l'améliorer, on va le peaufiner, on va recevoir des fiches de lecture de différentes personnes qui vont nous aider à revoir notre copie. Donc en fait, on ne va pas tourner la première, deuxième, troisième version, on va tourner, si ça se trouve, la 100e version. Donc en fait, généralement, sur un scénario, pour l'instant, là, mes derniers films, je crois que il y a des films où je suis restée 5 ans sur l'écriture d'un scénario, jusqu'à ce que les différents producteurs se mettent d'accord, les différents financiers lisent et sont d'accord, et on n'avance pas sur une version où on est tous encore en train de dire elle n'est pas encore parfaite. Donc, une fois qu'on a un super scénario, parce que tout le monde y a mis du sien, et que tout le monde aime ce projet, tout le monde aime ce film. De la même manière que je disais que quand on est producteur délégué, c'est de l'amour qu'on porte donc pour un projet qu'on a envie de voir dans le meilleur de ses conditions. Eh bien, en fait, le projet devient extraordinairement bien travaillé et on en tire le meilleur et ça fait forcément des films appréciés. J'aimerais bien revenir un peu plus maintenant vers un volet moins technique et plus Est-ce qu'il y a, par exemple, chez Lamia et la structure que tu représentes, est-ce qu'il y a un engagement vis-à-vis des jeunes, par exemple, en fait? Est-ce que je peux dire que Lamia Chraïbi est une productrice qui cherche du jeune talent? Ou est-ce que c'est tout simplement Lamia Chraïbi est une productrice qui cherche du talent, et peu importe. Alors, en fait, c'est très vrai de poser la question. Alors, en fait, j'ai commencé au départ avec des réalisateurs qui étaient quasi déjà présents. À Paris Cham, avec lequel j'étais très contente de faire ses premiers projets. Il en est à son 7e maintenant et je suis contente de porter encore son prochain projet. Mais c'est vrai que je suis très fidèle. Donc, quand je commence à travailler avec quelqu'un, je continue à travailler avec. C'est très difficile de se soustraire à une relation qui s'établit et souvent c'est une relation vraiment une vraie relation d'amour parce que c'est de l'amour pour en tout cas entre personnes, mais en tout cas c'est essentiel d'être sur la même longueur d'onde en termes d'art, on va dire le genre de ce film. Donc, j'ai été très contente de travailler avec Talal, qui avait déjà fait un premier long métrage et qui est venu vers moi pour faire un film qui, pour moi, j'étais pas du tout intéressée par le fantastique. Et quand il est venu me proposer le projet, j'étais assez excitée par découvrir quelque chose de nouveau, autant que c'était pas mon domaine et c'est pas du tout le cinéma que je regarde. Mais ce qui me plaisait aussi, c'était la diversité et le changement et voir ce qu'un jeune talent pouvait encore faire à nouveau. Donc, j'aime travailler avec la jeunesse. Au contraire, j'ai très envie de justement être ou proposer une espèce d'incubation de talent. Et c'est pour ça que c'est un peu un projet que j'envisage d'organiser des réunions, des brainstorming en différents jeunes qui, pour chacun on va dire avec son talent, que ce soit des illustrateurs, des animateurs, des scénaristes, des musiciens, j'aimerais les mettre ensemble
et les mettre sur un projet et justement découvrir en eux et leur faire découvrir leur propre talent, les réunir entre eux parce que peut-être qu'ils sont bons en illustration, mais ils ne sont pas bons en raconter une histoire. Et ce qui m'éclaterait vraiment, c'est de réunir des talents comme ça et leur donner des occasions et les emmener, leur donner le tremplin pour fabriquer quelque chose de plus grand. On peut être souvent très impressionné par ce que le cinéma veut dire, mais souvent, en fait, il y a juste besoin de quelqu'un qui donne le petit impulsion, qui dit, en fait, c'est pas la mer à boire, juste aie confiance. Avec une belle histoire et ton talent, je crois en toi, tu peux y aller, je suis derrière, je t'accompagne. Ça, c'est quelque chose qui vraiment, j'ai très envie de le faire, c'est mon programme et c'est mon projet. Tout comme, vous devez le savoir, c'est une période pour moi importante, c'est une période de transmission. Je pense qu'à mon âge, je suis assez satisfaite du parcours que j'ai eu. Et ce qui est important pour moi, c'est que la jeunesse puisse bénéficier de ce parcours et que je puisse faciliter à d'autres jeunes cet accès en fait à la production. C'est un vrai kiff, vraiment. Et je suis sûre qu'elles sont nombreuses, les productrices et producteurs à venir pour partager ce kiff. D'ailleurs, en fait, est-ce qu'il y a une qualité à avoir en fait, chez un jeune pour devenir quelque chose de particulier, pour devenir producteur? Moi, je pense que la qualité, c'est un peu comme les infirmiers, en fait. C'est d'encadrer, d'accompagner les gens. En fait, souvent, ça peut être très ingrat dans le sens où celui qu'on met en exergue, c'est un réalisateur. Donc, en fait, il faut croire au fait qu'on est toujours derrière et celui qu'on met devant les lumières, c'est le réalisateur. Ça a quelque chose de très agréable pour moi de donner naissance à une histoire, même si l'histoire n'aurait pas vu le jour si on n'avait pas eu une discussion et donné on a donné naissance à une histoire, c'est souvent à deux. C'est-à-dire que le réalisateur parle avec le producteur et dit dis-moi, je pense à ça, qu'est-ce que tu en penses? Si je réagis et que je dis punaise, ça me dit, allons-y, faisons-le, le film va exister. Si en fait le producteur n'est pas là, en fait, il faut être deux, je pense. On a besoin d'être deux. Je pense que les réalisateurs seuls sont souvent très malheureux parce qu'ils ont besoin d'un pendant, de quelqu'un pour partager en fait cet enthousiasme. Et ceux qui ont un producteur ont la chance d'avoir en fait une deuxième personne pour pouvoir justement voir comment le projet rebondit sur lui, comment en fait il peut lui donner aussi de la dimension. Et alors, j'ai une question pour revenir en fait à la distribution des films. En fait, une fois un film fait, vient la période où on le montre au monde en fait. Et avant qu'il ne sorte dans une salle de cinéma ou qu'il n'intéresse des exploitants ou des distributeurs, il passe par la case festival. Est-ce qu'il y a une méthode? Parce qu'en fait, j'ai vu que tu réussissais assez bien à faire ça, cette partie, avec les films que tu. Est-ce qu'il y a une méthode de Lamia Chraïbi pour les films? Ou en fait, non, il n'y a pas de méthode Lamia Chraïbi. Je pense qu'il y a quelque chose de très important. Je pense que ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au plan de financement, c'est de bien faire attention. En fait, ton plan de financement, c'est déjà une ouverture vers l'ailleurs. C'est déjà l'ouverture vers traverser les frontières. C'est-à-dire en fonction des gens qui t'accompagnent financièrement, en fait, c'est déjà un réseau pour t'accompagner aussi dans comment montrer le film sur lequel ils ont fait en fait, ils ont mis de l'argent. Alors, quand on croit à un film, on le porte. Donc, que ce soit moi ou que ce soit mes partenaires, il faut être plusieurs à le porter. Et en fait, plus on a on va dire des partenaires, des réseaux qui croient au film, et en fait, ça commence par des résidences d'écriture. C'est déjà bien parce que ça permet de décrire dans des très bonnes conditions les projets. Mais la résidence, c'est aussi une occasion de rentrer dans un réseau. Par exemple, Hicham était à la Ciné Fondation à Cannes. Ce réseau était très intéressant pour faire autre chose et obtenir autre chose. Par exemple, le film de Ismaël qu'on vient de finir, qui s'appelle Mika,
il est passé par le réseau de Final Cut à Venise. On espère que ce réseau va donner quelque chose. Souvent, en fait, les réseaux s'ouvrent vers quelque chose qui en fait, permet une visibilité internationale. Donc, il n'y a pas de méthode Lamia Ashrabi, il y a une méthode en fait de production d'une manière générale. Et j'ai appris en fait sur le tas en voyant en fait comment dans les festivals et dans les différentes résidences auxquelles j'ai pu participer, j'ai eu des très belles occasions d'être mise au nu par on va dire des programmes, que ce soit à Berlin ou à Cannes. Le Producer Network, c'était une très bonne manière en fait de rencontrer du monde, de comprendre comment ça se passe. Tout le monde peut s'inscrire au Producer Network. Ça coûte 400 €, certes, mais bon, je pense que ça les vaut. C'est des occasions en fait de rencontrer tous les jours pendant 10 jours, de rencontrer une dizaine on va dire, de fonds d'aide, de télévision, de résidences, bref, des festivals. On a une occasion de rencontrer l'autre, de présenter son projet à l'autre. Et c'est très résumé en très peu de temps, mais en fait, on fait un travail de 1 an. Et ces ateliers, ces résidences sont inestimables, c'est super intéressant. Et on peut en fait en profiter grâce à le fait déjà d'être marocain. On est vraiment très, comment dire, privilégié. Moi, j'ai été privilégiée puisque non seulement on m'a permis de profiter du Producer Network pendant 3-4 ans, plus les gens qui travaillent avec moi au bureau aussi ont eu droit à cette opportunité que je conseille. La même chose à Doha. Doha Film Institute organise des programmes très intéressants pour réunir tout le monde. À Venise, le Final Cut et le Gap Financing permet en fait et c'est ça en fait, c'est les réseaux. Il suffit en fait d'être ouvert, de voyager, d'y mettre du sien, de ne pas. Moi en fait, je suis timide à la base. Hein. Et je t'ai dit tout à l'heure, j'ai un problème, je ne suis pas une oratrice. Je suis en fait passionnée. Donc quand il s'agit de… Voilà, en gros, du moment que tu me poses des questions et que je sais que ce qui va m'animer, c'est mon travail, je peux en fait raconter des choses. Mais tout ça pour te dire que quand on est dans des ateliers comme ça, que ce soit en français ou en anglais, bah en fait, il faut y aller. Donc au début, c'est un peu difficile. On trouve plus son anglais, on ne sait plus parler français, mais même arabe, parce que ça m'est arrivé d'être devant une salle à Doha ou non, à Abu Dhabi où il y avait des Jordaniens, des Égyptiens, des Libanais, toutes les nationalités. Tout le monde parlait arabe et moi, en fait, je ne savais plus parler arabe. Donc, je me suis retrouvée dans des situations où il fallait me dépasser et en même temps me construire. Donc, en fait, le producteur en fait, doit se mettre en danger dans ce genre de situation, mais ce n'est pas du danger, c'est de la construction. Voilà. C'est parfaitement clair. J'aimerais juste profiter de ce petit moment pour rappeler aux gens qui nous suivent qui peuvent poser leurs questions sur Facebook. Lamia y répondra pendant la dernière partie du live. Et je vais en profiter pour passer la parole à notre deuxième chroniqueur, Saad, qui va activer son micro. Et je commence par lancer ton extrait, Saad. Oui. لا ملي تنقيدو كاع اش خاصنا تما نقدروا نبلانيو اولا غير رجالي لا ضاعوا مهموني غير رجالي لا ضاعوا والحيوط لا رابوا كل حي بني دار واحدين عند الاخرين ساهل ساعو واحدين عند الاخرين ساهل ساعو وشاش بات احسن خزنه
Alors, Saad, pourquoi avoir choisi de passer la bande-annonce du film The End? Oui, Walid, merci. Bonjour Lamia. Alors en 2010, vous avez décidé de produire le premier long métrage de Hicham Lasri. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a motivé votre confiance pour produire ce premier long. Alors, ça a commencé en fait par une rencontre. J'ai rencontré Hicham parce que je lui ai proposé de faire une partie du long métrage Terminus des Anges. Terminus des Anges, c'est un film avec 3 parties, une faite par Nargis Njal, une par Mohamed Mouftakir, la dernière partie par Hicham. Cette rencontre a été explosive parce que j'ai découvert un monde qui me parlait, qui a été absolument révélatrice pour moi. J'ai rencontré un talent, j'ai rencontré une signature, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait les choses différemment. Et ça, en fait, ça n'a pas de prix. C'est très rare. Et en fait, à partir de là, j'ai découvert que bon, il y avait quelqu'un qui pouvait, que je pouvais accompagner parce que je crois en ce qu'il fait, parce que c'est assez unique. Et en fait, j'avais très envie de donner le maximum. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose on rencontre quelqu'un qui fait des choses qui sont uniques, assez singulières, eh bien, en fait, on a envie de participer et de lui donner la parole. Donc, en fait, j'avais très envie de lui donner les moyens de s'exprimer parce que je trouvais que quand il s'exprimait, c'était juste fabuleux. Alors, à partir de là, c'était une très jolie rencontre et je suis très fière de ce film. The End était un film qui a été, on va dire, lourd à porter, très compliqué techniquement, challengeant pour moi parce que bon, bah, il y avait énormément de choses enfin, c'était très ambitieux et pour moi et pour Hicham. Et on avait envie de faire un film qui dépote et j'en suis très, très fière. Donc, en fait, ce qui donne envie, pour résumer, ce qui donne envie de travailler avec quelqu'un, c'est vraiment quand on découvre un talent. Ce que je veux, c'est vraiment montrez-moi votre talent et je pars avec vous, je vous donne la voix, je vous accompagne et je mettrai toute mon énergie à vous offrir ce qui peut vous aider pour faire vos projets. C'est en fait ça le producteur. D'accord, merci beaucoup. Tu as une deuxième question, Saad? Oui, en fait, une question très simple. J'aimerais bien savoir, à part les films d'auteur, est-ce que Lamia a un genre de cinéma préféré? Ce que j'aime voir, moi je suis assez grand public, mais c'est vrai que je prends vraiment plaisir à voir les films qui ont eu la chance de passer en festival. Donc, en fait, généralement, le prisme, la sélection de festivals, tous les festivals, que ce soit, bien entendu, Cannes, Venise, Berlin, je prends beaucoup de plaisir à voir tous ces films d'auteurs, tous les films du monde, parce que c'est une formidable occasion de découvrir le monde et de voyager. Le cinéma est assez incroyable. Et comme j'adore le voyage, le cinéma me permet de voyager en restant dans mon lit. Donc, souvent, je prends on va dire, autant j'aime le cinéma iranien, que j'aime le cinéma chilien, en fait, j'aime le talent d'une manière générale. Donc, j'aime être surprise, mais d'une manière franchement simple, c'est vraiment le talent qui me parle. J'ai vu juste hier, j'ai vu quelques épisodes de Homemade. C'est quelques réalisateurs qui ont fait pour la période de confinement des courts-métrages. Donc, il y avait Sarantino qui a fait un petit court-métrage, Pablo Larraín, etc. Et c'est assez extraordinaire parce qu'ils avaient un téléphone et beaucoup de talent. Et j'ai vu des choses, mais fabuleuses. C'est juste le talent. Il n'y a pas besoin, c'est pas technique, c'est juste l'intelligence d'utiliser voilà, le talent d'une manière, on va dire, la plus simple possible. J'ai pas besoin d'avoir des super caméras, j'ai pas besoin d'avoir des super comédiens. Regardez le film qu'a fait Sorrentino, il est drôle. Le film qu'a fait Pablo Larraín, il est drôle. C'est des caméras d'ordinateur. C'est extraordinaire. Voilà, le talent.
c'est ça qui me donne envie d'aimer, c'est ça qui me fait aimer le cinéma. Donc, je tiens à rappeler aux gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux qui peuvent toujours poser leurs questions et je reprends la main. Lamia Shraibi, à part la productrice, c'est aussi la productrice féministe et engagée. Ces dernières années, en fait, on voit beaucoup dans le monde cette question de la femme dans le cinéma, en fait, ou dans d'autres secteurs artistiques qui revient comme une question centrale. Il y a, ça fait couler beaucoup d'encre, il y a beaucoup de débats. Qu'en est-il au Maroc, en fait? Qu'en est-il de la... Bien sûr, le mouvement MeToo, en fait, a fait bouger beaucoup de choses dans le monde. Et bien entendu, ça paraissait une évidence qu'il fallait un peu récupérer ça parce qu'au Maroc comme ailleurs, le genre est vraiment à prendre en considération parce qu'il y a une inégalité évidente. Et dans mon milieu, à mon niveau, je peux faire quelque chose. Donc, c'est là que j'ai rencontré, en faisant son documentaire, Simone Bitton. Et elle m'a donné cette idée. C'est elle qui, en fait, m'a dit, Lamia, pourquoi est-ce que tu aiderais pas d'autres jeunes filles à justement faire de la prod, à prendre-les sous ton bras. Je dis, ça, c'est une bonne idée. Faisons une association. Et en fait, on a pensé inviter donc la plus ancienne productrice au Marocaine, c'est Farida Biazid. Donc, elle participe avec nous dans cette idée d'association. Dounia Benjeloun, elle lui a donné en fait une visibilité, on va dire que c'était elle qui a un peu lancé l'affaire. Et il y avait avec nous Nargis Nejar, bien sûr, qui est à la fois une réalisatrice, mais surtout une productrice et une personne qu'on peut pas, on peut pas ne pas remarquer dans le monde audiovisuel. Ensemble, on a créé donc Tamayouz, qui a pour but en fait de donner la main aux jeunes filles qui n'ont pas accès on va dire, ou qui pensent que le cinéma est compliqué et difficile à atteindre. Donc, Tamayouz a trois buts. Le premier, c'est trouver des sous pour permettre à des jeunes filles d'intégrer les SAV. Cette année, on est content. Une jeune fille en a profité et j'espère que l'année prochaine, on pourra en faire profiter 3 jeunes filles. Le deuxième programme est un programme beaucoup plus costaud puisque c'est une espèce de formation de productrice sur toute la période d'un projet. C'est-à-dire que j'intégrerai dans ma structure une productrice et une réalisatrice et un projet qu'elle porterait pendant toute la période de la fabrication, c'est-à-dire de l'idée jusqu'à la finition. Et je les accompagnerai en fait en termes artistiques, mais aussi en amenant et en invitant des intervenants de différents on va dire, niveau, enfin que ce soit pour la vente, pour la distribution, le légal, même l'anglais, souvent en fait pour le plan apprendre à faire des plans de financement, tout ça en fait, l'idée c'est de faire venir des intervenants qui viennent d'ailleurs et qui donnent et qui donne aussi une occasion d'ouvrir un premier réseau puisque c'est en rencontrant les gens qu'on ouvre des réseaux et intégrer donc ces jeunes filles, une à la prod, une jeune fille chez Nabil Ayou, chez Alien, et un autre groupe, un autre tandem chez Saïd Hamish, qui a Montfleury Production. C'est des productions qui, à mon sens, font le travail d'une manière très, on va dire, très internationale. La manière de produire pour moi qui me semble essentielle pour donner en fait une dimension à nos films beaucoup plus complète, beaucoup plus complexe, c'est-à-dire qu'au-delà de la fabrication, faire le meilleur de notre film, mais aussi donner une visibilité dans les festivals et donner une vente dans le monde. Donc l'idée c'est d'accompagner des jeunes filles dans qu'est-ce que c'est que faire un projet de A à Z
de la manière, enfin, ou dans la dimension internationale. Comment on fait en fait dans tout le monde pour faire des films, voilà. Ok, une petite autre question. Lamia, est-ce que tu produis aussi pour la télévision au Maroc? Alors, ça, c'est un peu particulier comme question. Particulier parce que il y avait avant et il y a après 2011. En 2011, il y a eu cette histoire en fait de cahier des charges. Et le cahier des charges a été une catastrophe pour une structure comme la mienne. Je fais des films plutôt de qualité, faut croire, puisque mes films font les festivals internationaux et ont plutôt une belle vie à l'étranger. Mais il faut croire que au Maroc, j'ai pas beaucoup de succès puisque les cahiers des charges nous obligent à faire en fait à faire des dépôts et à concourir dans des, on va dire dans pour faire voilà, comment ça fonctionne. On nous envoie allez, 2 ou 3 fois par an des appels à projets. On demande en fait, voilà ce qu'on attend et il faut préparer un dossier, chose que je sais faire parce que je sais faire que ça. Tous mes films, je les produis en faisant des dossiers. Mais à côté de ça, il y a la sélection. Et c'est la sélection qui n'est pas forcément que artistique, mais qui est aussi en fait, d'autres projets. Enfin voilà, c'était le dernier discours que j'ai eu à la télé quand je suis allée présenter un projet. Ils m'ont dit, en fait, tu viens me proposer un téléfilm et en fait, ton devis, il est à 1 million de dirhams. Je dis oui, parce que c'est très difficile de faire autrement, des choses de qualité. Et c'est le maximum que vous donnez. Il me dit oui, mais nous, on veut faire des films avec le minimum. C'est-à-dire, faites-moi, nous, on va aller au moins 10 ans. Donc, si en face, j'ai un téléfilm qui m'intéresse et qui peut se faire à 400 000 dirhams, eh ben, on va aller vers lui. Donc, en fait, à partir de ce jour-là, j'ai plus fait aucun projet pour la télé. Est-ce que je peux me permettre cette comparaison? Est-ce que ces cahiers des charges n'ont pas transformé le secteur audiovisuel au Maroc en un secteur BTP? En fait, ça ressemble aux appels d'offres des communes. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne au BTP, mais ce que je peux te dire, c'est que c'est vrai que ça a avantagé les grosses structures qui ont les reins solides. Parce que déjà, si on veut faire, par exemple, une série, il faut mettre en caution 300 000 dirhams. Moi, ma trésorerie ne me permet pas de mettre 300 000 dirhams en garantie ou 400 000 dirhams en garantie, en caution. Je suis une petite structure qui, en fait, fait du cinéma d'auteur. Je n'ai pas une trésorerie qui me permet de faire, qui me permet de mettre de côté de l'argent. Moi, l'argent, ça tourne, ça part d'un film à un autre, à un autre. Et si j'avais 300 000 dirhams, peut-être que j'aurais fait un long métrage. Chose d'ailleurs que je vais faire bientôt, un long métrage sur le déconfinement, avec peut-être une petite somme d'argent, mais pour moi, l'argent, ça reste pas ça. Je mets pas ça en caution, c'est ridicule. Faut que ça tourne, faut que ça fabrique. Je suis dans la fabrication, dans donner l'occasion à des talents de faire des choses, mais je ne mettrai pas en caution dans une banque. Alors, vu qu'on a encore un tout petit peu de temps, j'aimerais en fait Isabelle avait une question en réserve et donc j'aimerais lui donner l'occasion de la poser. Et cette question va commencer par un extrait. اجاوب مشى الوقت لونطريمون الكورس ضرب هنا مزيان 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 داك سكيف ضرب مزيان. Je sais qu'aujourd'hui il fait 20 degrés à Montréal. Ici il fait 20 degrés tous les jours. Tous les jours. Montréal, je suis à la place d'autoroute. Justement, c'est ça qui m'a manqué, Florian. Voilà, les autoroutes.
Alors, après avoir vu cet extrait, on se doute très bien qu'on est sur une autoroute qui est une voie assez utilisée dans toutes les villes du monde. Donc, j'aimerais savoir quelle est la logistique que cela implique. Qu'est-ce que cela implique de tourner sur une autoroute? Est-ce qu'il y a des démarches particulières à faire? Est-ce qu'on tourne à un moment où il n'y a pas forcément de l'affluence? Parce que même s'il n'y a pas d'affluence, il y a forcément des automobiles qui vont utiliser cette voie. Donc, j'aimerais en savoir davantage. Voilà. Alors, absolument. En fait, pour faire une séquence comme ça, on a pris 2 jours. Donc, arrêter la voix pendant 2 jours, ce n'était pas possible. Donc, il fallait trouver une solution. Bien entendu, au départ, on a rencontré les gens de l'autoroute du Maroc. La régisseuse qui s'est occupée du film avait pour but de parler avec l'autoroute du Maroc et demander à ce qu'on nous libère une voie pendant une période et pour faire notre film. Et les autoroutes du Maroc, en fait, nous ont proposé une autoroute qui était à peine finie en construction. Et donc, en fait, on a eu la pleine utilisation de cette autoroute. Bien sûr, c'est moyenne en finance. Ça nous a coûté bonbon. Mais ça valait la peine puisque j'étais très contente de cette ouverture de film qui donne un peu un aperçu, justement, à la fois drôle et qui ressemble un peu à ce côté un peu sarcasme que le réalisateur voulait donner au film. Et en fait, le côté technique était très lourd. L'installation a dû être testée, j'ai dit 48, enfin 2 jours en fait, on avait en plus un petit enfant. La première partie, on ne l'a pas vu, mais il y avait un petit enfant. Donc, il y avait toute une histoire en fait entre gérer la technique, gérer l'espèce de prouesse d'être sur à la fois une technocrène qui est en plus sur des rails, faire à la fois mettre des animaux, des enfants, de la technique, c'était pas évident. Mais heureusement qu'on avait une autoroute libre juste pour nous. Alors, mais j'aime beaucoup cette séquence. Ça a été très, on va dire, excitant de faire cette séquence. Je reprends la main et j'aimerais bien en fait parler dans le tout dernier volet avant de passer aux questions du public. Donc, Lamia, aujourd'hui, dans le monde, dans le 21e siècle avancé dans lequel nous vivons, le monde de la VOD pratiquement, des salles de cinéma qui ferment mais qui ouvrent aussi. Donc, en fait, on ne sait pas encore. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui en fait des possibilités qu'offre la VOD pour des pays comme le nôtre? En fait, comme je pense que c'est partout pareil, c'est essentiel. Surtout avec ce qui s'est passé récemment. C'était notre bouée de sauvetage. Je pense à tous. Heureusement qu'il y avait de la vidéo VOD ou le streaming, ou quand je dis à tous, à ceux qui peuvent se le permettre. Mais une chaîne comme Netflix, je pense que même ceux qui n'étaient pas inscrits ont fini par s'abonner. Les différentes offres qui se présentent ont eu plus de succès pendant cette période parce que il y avait un vrai appétit et il y a le temps. Et je pense que c'est pas fini de l'être. Aujourd'hui, quand je disais que je suis intéressée par faire des projets un petit peu plus accessibles, moins hauteur, c'est parce que je voudrais justement faire des projets pour les plateformes. Les plateformes VOD qui sont vraiment essentielles pour nous qui avons des choses à dire, 2 pour on va dire le public qui est très intéressé par consommer du cinéma chez lui. Et en fait, oui, le cinéma est en pleine révolution. Aujourd'hui, entre ce qu'on peut voir sur notre téléphone et ce qu'on voit sur notre grand écran au projecteur, ce n'est qu'une question de taille. En gros, la salle de cinéma, ce qu'elle offre d'extraordinaire et que rien ne la remplacera, c'est l'émotion qu'on peut avoir à partager comme quand on va voir un match de foot sur un terrain de foot, un terrain avec 10 000 personnes. C'est une énergie qui est particulière. Quand on est dans une salle de cinéma et qu'on voit un film avec la lumière qui vient de derrière, c'est une énergie particulière. On est conscient en fait qu'on regarde ce film dans cette salle sombre avec d'autres gens. On partage en fait une émotion au même moment ensemble.
Donc, c'est quelque chose d'unique, mais la consommation en VOD n'enlève en rien une autre sorte d'émotion. Il y a toujours, on va dire, un programme intéressant à vivre, mais c'est une émotion différente. Mais pourquoi pas? Moi, je suis pour. Aujourd'hui, l'accès en fait au cinéma devient tellement large que ça serait dommage que de ne pas en produire autant. Donc, de la même manière que la VOD est importante, il est important aussi de fabriquer pour la VOD. Alors, j'ai l'impression que depuis le temps que, par exemple, ne prenons l'exemple que de Netflix, depuis qu'ils se sont installés en Afrique et qu'on peut, par exemple, l'Afrique du Nord peut avoir des abonnements dessus, contrairement à d'autres pays, ils ont tardé à produire du contenu local, en fait. Pour l'instant, on n'a aucun contenu local produit pour cette plateforme, contrairement au Moyen-Orient où, en fait, il y a déjà eu des premières tentatives, des séries en Jordanie, ou l'Égypte qui dernièrement commence déjà à… Je pense que Netflix a acheté un bon catalogue de longs métrages égyptiens. Heureusement, dernièrement, j'ai vu qu'il y avait des longs métrages marocains comme Rock de Casbah ou Sofia. Donc, mais pourquoi ce retard en fait sur la production de contenu local? Est-ce que tu as un avis sur ça? Alors, je ne pense pas que ce soit un retard sur la production. Je pense que c'est un problème de vente internationale. Je suis convaincue que si on avait des vendeurs, on avait des exploitants, on avait des gens qui sont prêts à aller avec un catalogue vers ces gens et leur dire voilà, on a une centaine de films marocains, on vous les donne. Moi, je partirais franchement. Aujourd'hui, je donnerais des choses gratuites juste pour donner envie. En fait, je vais donner des exemples, mais pour la Corée a fait du soft power qui aujourd'hui donne une K-pop qui apporte des milliers de dollars. La même chose pour, je pense aussi à une période, les Iraniens ont tellement abreuvé de films iraniens que tout le monde a vu un film iranien. Tout le monde sait ce que c'est que la différence. C'est quoi le cinéma iranien? À un moment, pareil, Israël a donné en fait… ils ont donné pour gratuit leur film pour justement montrer à quoi ça ressemble. La Turquie, et en fait, la Turquie, c'est le soft power qui en fait permet aujourd'hui non seulement au cinéma d'exister et qui est un intérêt, mais aussi le tourisme en profite. Les gens, en Turquie, on le sait, le tourisme en a profité tellement que même les Marocains qui rechignaient jusqu'à il n'y a pas longtemps à aller là-bas, maintenant, c'est devenu leur destination préférée depuis une dizaine d'années. Donc, bref, pour revenir à la question, je ne pense pas que ce soit le contenu qui pose problème. Je pense que c'est les opportunités de vente. L'idéal aurait été d'avoir un vendeur, un organisme, quelque chose comme ce qui existe en France qui s'appelle Unifrance, ou des choses des personnes mais vraiment essentielles qui sont les vendeurs internationaux. Par exemple, les derniers films que j'ai faits, je les ai proposés à Orange. C'est Orange qui est vendeur. Orange les a proposés à Netflix. Bon, on attend toujours des réponses, mais en gros, la majorité des projets qui ont des vendeurs, ils ont des chances d'être vendus à Netflix ou à Amazon, etc. Donc, je pense qu'on a besoin de quelqu'un pour faire le travail. Après, je suis aussi pour créer nous-mêmes des plateformes. Pourquoi est-ce qu'on ne se permettrait pas, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, nous, Maroc, responsable d'une plateforme où on inviterait tous les pays arabes. Et en fait, on donnerait l'occasion justement à tous les pays arabes de non seulement regarder, mais consommer du cinéma. Je pense que si on commence par déjà s'affranchir de l'attente on va dire, des Européens ou des Américains, etc., et qu'on fasse les choses de nous-mêmes, ça pourrait aussi être un très bon début. Parce que si on commence à intéresser les arabisants du monde entier, eh bien, ça va être à Netflix et Amazon qui vient nous chercher. Et ils n'attendraient pas qu'on vienne les chercher. Et je pense qu'ils ont besoin, en fait, de voir d'abord qu'il y a en fait une zone de chalandise chez nous, qu'il y a en fait
du potentiel, en fait, des souscripteurs potentiels, mais qu'il y ait aussi du contenu qui soit demandé. Il faut en fait donner en fait cette habitude, l'intérêt. Faut donner l'intérêt aux gens de voir nos films. Et donc ça commence par leur donner éventuellement une centaine de films gratuitement. Une fois qu'ils s'y sont habitués et ils en auraient envie, ils vont maintenant venir chercher. Parfait. Donc, je passe aux questions du public et je commence par une première question. En fait, alors, la personne dit, je vois que le cinéma marocain se développe petit à petit à chaque fois. Madame Lamia Chraibi, comment vous voyez le cinéma marocain d'ici 10 ans? Projection. Bon, bien sûr, je suis super positive. Donc, je vais dire, d'ici 10 ans, on a une plateforme comme Netflix, mais qui est arabe, que le Maroc aurait créé. On aurait tous nos films dessus, que tout le monde s'intéresserait. Bon, bien sûr, ça, je suis en train d'imaginer l'idéal. Mais je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse a une volonté de faire les choses, on va dire, plus dans la forme internationale. Et j'attends avec impatience, justement, qu'elle prenne les choses en main, cette jeunesse, et qu'elle lead le cinéma avec une volonté de s'ouvrir dans les sujets, de s'ouvrir dans la manière de faire, de s'intéresser aux différentes formes aussi. Pour l'instant, j'ai jamais vu de projet de VR fait au Maroc ou par le Marocain. Je serais très heureuse de les voir, de les encourager. Je pense que ça commence très doucement. C'est des balbutiements, mais une fois qu'il y aura une ouverture, je pense que ça peut aller très vite. Donc après, tout dépendra de vous, de l'ESSAV et de votre volonté à créer et pas d'attendre, pas de suivre. Alors, une deuxième question. Quel film marocain ou international auriez-vous rêvé de produire? Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé produire? Oh, ça, c'est une question internationale ou marocain? Parce que c'est pas la même chose. Allez, un marocain et un international. Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé produire en international? J'aurais adoré produire, admettons, Nouri Ceylan Bleach, par exemple. J'aime beaucoup ce qu'il fait et ça m'aurait plu de le produire. Je ne vais pas être folle en parlant de Wong Kar-wai, mais voilà, c'est un peu un des réalisateurs qui m'a fait rêver. Il ne fait plus grand-chose aujourd'hui, mais j'aimerais bien voir ce qu'on aurait pu faire ensemble, même si je pense que je ne pourrais pas lui apporter grand-chose. L'intérêt en fait de produire quelqu'un, c'est souvent lui apporter aussi quelque chose. C'est voir en fait que c'est la réunion de deux talents en fait. Mon talent, c'est de dire à un réalisateur ou à un auteur qu'il a en lui quelque chose que moi je vois et que j'ai ce talent de le voir en lui. Et en fait, quand je pense à ta question, je pense pas les gens en fait que j'ai beaucoup aimé, dont j'ai beaucoup aimé le cinéma. Si j'ai aimé leur cinéma, c'est que voilà, ils sont complets. Donc c'est un peu particulier comme question. Produire quelqu'un, c'est que je peux lui apporter quelque chose. Si c'est juste pour être à ses côtés, c'est plus du tout le même mot. Je serais pas, j'aurais pas ma place là-dedans. Mais effectivement, j'ai eu l'occasion de me poser la question. Maintenant, c'est juste le côté un peu idolâtrer quelqu'un et vouloir être pas trop loin pour le voir travailler. Mais je pense pas que ce soit ça la prod. Ouais. En fait, la question était plutôt produire un film, pas forcément un réalisateur. Ah, pour moi, ça revient au même. Produire un film, c'est produire un réalisateur. Et en gros, ce qui me plairait, bien sûr, c'est de faire le prochain film qui va avoir l'Oscar. Ouais. Ah. Alors, le secteur de la production au Maroc est-il sexiste?
Alors, sexiste, c'est difficile de dire ça parce que moi, j'ai pas subi. J'ai pas subi en fait j'ai jamais senti que parce que j'étais une femme, ça allait être difficile. Donc, c'est très difficile de parler alors que moi, j'ai pas subi ça. Mais je suis très consciente aussi que ça pourrait l'être, que beaucoup de jeunes filles auraient pu mal vivre leur position dans une équipe de tournage. Mais sincèrement, je ne l'ai pas vécu, donc j'ai beaucoup de difficultés en tout cas à le dire. Je pense que sexiste, pas si par exemple entre deux techniciens, si au même niveau de compétences, j'ai l'occasion de choisir un homme ou une femme, sincèrement, ça dépendra beaucoup de l'entente enfin, pour moi, quand je choisis une équipe, je choisis une équipe qui pourrait s'entendre et qui s'entendrait surtout avec le réalisateur. Parce que ça serait dommage d'amener au réalisateur des techniciens avec lesquels il ne s'entend pas. Donc, plus j'ai de femmes, parce qu'elles sont beaucoup plus agréables au travail, plus je suis heureuse. Mais non, la vérité, je pense que dans mon monde à moi, dans mes productions à moi, quand on choisit un technicien, on ne le choisit pas pour son sac, mais pour son talent. Alors, c'est une question de… Travaillerez-vous avec des jeunes étudiants qui sortent de l'ESSAV et qui ont de bons scénarios ou des scénarios perfectibles dans l'optique de financer leur premier film, long métrage, entre parenthèses? Alors, encore une fois, c'est une histoire de talent. Ce qui m'intéresse, bien entendu, au-delà de l'histoire, je veux voir en fait une signature. Ce qui m'intéresse, pourquoi est-ce que je vais travailler? En fait, c'est ce que je dis à chaque fois aux jeunes, c'est qu'est-ce qui ferait que je ferais ton film à toi? Pourquoi toi? Est-ce que ça sera un film comme les autres? Qu'est-ce que tu apportes en plus au cinéma? Qu'est-ce que tu as à amener au cinéma? Ou qu'est-ce que je peux t'aider à amener au cinéma? Donc, bien entendu, je n'attends que ça. C'est pour ça d'ailleurs que Temayouz a pour but justement d'accueillir des jeunes diplômés, de l'ESSAV ou d'ailleurs, avec un premier projet. Une autre question, donc, quel est votre meilleur souvenir de productrice? Oh, j'en ai plein. Quand je revois les 2 films que vous avez choisis, c'est des très, très beaux souvenirs. The Hand, c'était intense encore parce que c'était challengeant, parce que Hicham, à chaque jour, en fait, c'était un bonheur que de partir ensemble sur le plateau parce que il avait une manière de travailler qui était extra. En fait, tous les matins, on allait dans ma voiture avec le chef opérateur, avec Léonard Cohen à la radio, enfin en CD, et Hicham qui dessine sa prochaine séquence et comment elle va être filmée et comment après on entame la journée avec bonheur et à chaque fois on est complètement satisfait de ce qui a pu se faire ou endolori parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait ou parce que on n'avait pas assez de temps ou parce qu'on est arrivé à 52 prises. Non, mais il y a des moments fabuleux où, par exemple, sur le film de Urgence ordinaire, c'était un plaisir de travailler avec Mohsin. C'était une très belle ambiance et une très belle occasion de mélanger une équipe suisse avec une équipe marocaine et surtout un réalisateur qui était très généreux parce que j'avais ma place aussi et en fait, comme les techniciens qui me connaissent le savent, je suis toujours derrière le combo avec le réalisateur à apprécier les séquences ou à vouloir les améliorer, à demander à ce que peut-être on rajoute ça ou on diminue ça ou on aille faire ça. Mais mes meilleurs moments, c'est les moments où… en fait, il n'y a pas un jour où je rate le plateau et les moments de tournage, c'est un pur bonheur. Alors là, je vais sortir de ma peau d'animateur et en fait, je vais te poser une question comme si j'étais quelqu'un du public et en fait, en tant que jeune réalisateur. Donc, Lamia, par exemple, moi, j'ai fait un court-métrage il y a quelques années maintenant qui a une carrière pas mal en festival, mais depuis, je stagne et voici pourquoi. En fait, je fais partie de ces réalisateurs qui sont attirés par le cinéma de genre et je n'aime pas écrire.
pas que je ne sais pas écrire, mais ce n'est pas ma vocation. Donc en fait, est-ce que tu ne trouves pas que des pays comme les nôtres ne donnent pas assez de place à ce genre de réalisateurs et qu'en fait, on Alors, n'écoute pas assez de couples, c'est là c'est les réalisateurs. c'est assez étrange parce que je vais te dire, en fait, dans ta question, il y a deux choses qui m'interpellent. La première, tu le sais, quand on est réalisateur, on n'est pas forcément scénariste et on n'est pas forcément auteur. Oui. Donc, ensuite, la deuxième, je t'ai donné un exemple, le travail que j'ai commencé à faire avec Talal, en fait, ça a découlé sur un prochain projet. Talal a eu l'idée, il a trouvé un scénariste et je produis le projet. Donc, en fait, c'est totalement possible. Donc, là, dans 2 semaines, je leur ai trouvé une résidence d'écriture pour les réunir, auteur et scriptwriter, et ensemble, ils vont écrire. C'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, la troisième partie de ta phrase, et c'est là où je tiens vraiment à insister là-dessus, arrêtez d'attendre que le Maroc vous donne. Donnez-vous. Je vais m'expliquer. Le Maroc, il est ce qu'il est. Et nous, on prend avec ce qu'il est et on se fabrique et on construit. Si toi, par exemple, tu as une idée et que tu veux trouver un auteur, un scénariste, sache que le Maroc, il a tout à t'offrir là-dessus. D'abord, le centre cinématographique t'offre une aide à l'écriture. Tu peux avoir 100 000 dirhams pour payer ton scénariste. Okay. Si tu ne trouves pas de scénariste assez sympa pour travailler, d'abord en écrivant et ensuite, vous pouvez manger des pommes de terre pendant je ne sais pas combien de temps avant d'avoir les premiers sous, mais c'est possible. Il y a des aides à l'écriture partout dans le monde. Afaq aide à l'écriture, Doha aide à l'écriture, surtout pour les premiers projets. Donc, Walid, la seule chose qu'il faut, c'est juste que toi, tu ouvres tes possibilités parce qu'elles sont là. C'est pas le Maroc qui va venir te frapper à la porte et te dire. Non, en fait, c'est pour t'expliquer, t'expliquer qu'il y a énormément d'offres. La question, c'est uniquement par rapport à ce que tout à l'heure, tu as parlé de ton envie de créer cette espèce de pépinière où les gens se rencontrent. Oui. Moi, parce que je pense que le rôle d'un producteur aussi, c'est de faire en sorte que des talents se rencontrent. Par exemple, imaginons, je ne trouve pas de scénariste, mais en fait, les producteurs aujourd'hui au Maroc, je ne dis pas le Maroc, je parle ne font pas assez en sorte que des talents différents se rencontrent. Alors, Walid, je te donne rendez-vous très bientôt si tu veux à Casa. J'aimerais bien te rencontrer et j'aimerais bien que tu me racontes ton histoire et je te trouve un scénariste avec plaisir. Je t'expliquais juste que effectivement, on est dans un pays où les scénaristes ont envie aussi d'écrire. Ils ont que ça. J'en rencontre des tonnes qui me disent j'ai envie d'écrire, je peux écrire pour la télé, je peux écrire pour machin. Ils ont des facilités, ils ont des envies. Après, tout est question effectivement d'acquaintance et d'entente. Mais encore une fois, il y a des jolis projets, des jolis programmes organisés et c'est possible. Et même si je ne produis pas le projet, je peux aider à te guider vers des scénaristes avec plaisir. Bon, je tiens ça pour une promesse et j'arrive à Casa très vite. Viens, avec plaisir. Alors, une toute dernière question. Quel conseil donneriez-vous à une jeune productrice, féminin? Alors, qu'est-ce que je lui donnerais comme conseil? Eh bien, en fait, c'est très simple. Quand on aime, si elle est passionnée par ce qu'elle fait, c'est qu'elle a trouvé son métier. Parce qu'il faut être passionné. Parce que ça peut être… il y a des moments difficiles, parce qu'il y a des moments où il faut qu'on soit un petit peu plus que productrice. Il y a des moments où il faut être psychologue. Il y a des moments où il faut être pourvoyeur de fonds parce que ton réalisateur a des galères. Ou il y a des jours où il faut être l'infirmière, où il y a des moments… Enfin bref, le producteur, je pense que c'est un poste où il y a énormément d'autres qualités qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne se connaissait pas et qu'on découvre pendant qu'on travaille en tant que producteur. Donc, il faut aimer ce qu'on fait. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous, on va dire, faut pas sentir que c'est pas son rôle que d'accompagner psychologiquement son réalisateur ou sa réalisatrice. Si, ça l'est, parce que tout le monde l'a fait, tout le monde a eu à le faire et on a ce besoin-là.
il faut les accompagner. Souvent, les réalisateurs, c'est des gens angoissés et qu'il faut justement comprendre leur angoisse et justement utiliser cette angoisse. Sans cette angoisse, je pense qu'ils auraient beaucoup moins de créativité. Alors, je vais inviter Saad et Isabelle à réactiver leur micro et je vais leur demander en fait s'ils ont un petit mot pour clôturer, une dernière chose à te dire. Donc, Isabelle. Attends, voilà. Ce fut un moment assez spécial et très instructif, surtout parce que c'est vraiment une première fois que j'entends, moi, une productrice assez prolixe et passionnée de son métier. Et c'est la première fois que j'entends aussi une productrice qui dit qu'elle fait son travail pas forcément pour avoir du revenu. Et moi, ça me touche vraiment parce qu'on n'a pas toujours en face de nous des producteurs qui travaillent juste pour la passion et pour mettre en valeur des talents. Donc, je vous dis merci pour ce moment et puis j'espère qu'on se retrouvera un jour, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir. Saad. Moi, je pense que Isabelle a tout dit. Merci Lamia. On a beaucoup appris dans ce live-là. Et avec plaisir. Merci encore une fois. Lamia, un petit mot de la fin? Alors, qu'est-ce que je peux dire? Moi, en fait, j'ai toujours cette sensation d'être encore jeune et d'avoir votre âge et encore tout est ouvert, tout est possible, etc. Genre, j'ai fait au moins une vingtaine de films au moins et j'ai encore l'impression que j'ai encore tout à apprendre. On n'arrête jamais d'apprendre. Je continuerai à être ouverte à toutes les formations et il y en a beaucoup qui continuent à être intéressante. En fait, si on comprend quelque chose à la vie, c'est juste qu'on se réinvente tous les jours. Et soyons ouverts en pensant qu'on ne sait pas tout. Tout est encore à savoir. Alors, Lamia, merci beaucoup pour ce temps précieux que tu nous as consacré. Je tiens aussi à remercier Isabelle et Saad pour leur disponibilité. C'était 1h30 pleine d'informations. C'était un joli échange. Merci beaucoup aux gens qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Et merci à l'École supérieure des arts visuels d'avoir organisé ce live. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très vite.